Yo tout le monde, ici Juju tout seul, et à l'occasion de la sortie de Frankenstein, malheureusement sur Netflix, de Guillermo del Toro, je me suis dit que j'allais me refaire tous les films de Guillermo del Toro, qui en a fait 13 du coup de films. Donc je crois que j'avais vu tous ces films, sauf ces 3 premiers. Donc heureusement comme ça j'avais juste à me rafraîchir la mémoire concernant les 10 restants on va dire. Donc il n'y a que les 3 premiers que j'ai vraiment découvert pour cette vidéo, les autres je les ai revus très vite fait pour bien m'en souvenir. Mais par contre là, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore vu Frankenstein, mais je pense que cette vidéo sortira après la critique que j'aurai faite de Frankenstein avec Seb. Donc Frankenstein ne sera pas sur ce classement des films de Del Toro, mais il y aura une partie dans la vidéo où je vais vous dire où est-ce que je placerai Frankenstein dans ce classement. Et sachez que moi j'adore Guillermo del Toro, j'adore son cinéma, j'adore ce style de fantasy qu'il nous propose. De toute façon, je vais tout vous récapituler via chacun des films qui sont dans ce classement. Et à partir de là, bah, c'est aussi ça qui va être intéressant. Beaucoup de films que vous verrez peut-être en 12e, 11e, 10e place, pour vous sont peut-être les premiers parce que pour moi il a fait aucun mauvais film. Et donc c'est vraiment un classement qui joue beaucoup sur la subjectivité dans ce coup-là. J'ai un peu réfléchi quand même pour savoir qu'est-ce que je mettrais dans telle position. Il y a des films que je sais que des gens aiment beaucoup dans les dernières places qui vont beaucoup décevoir, mais sachez que pour moi il n'a fait aucun mauvais film, peut-être un ou deux un peu moyens. Et donc à partir de là, sans plus attendre, nous pouvons enfin nous attaquer au numéro 13, au dernier film, pour moi le moins bon film de Guillermo del Toro, qui est Mimic. Donc Mimic, donc sorti dans les années 90, son deuxième film après du coup Chronos. Donc son premier film en langue anglaise, du coup aux États-Unis. Et Mimic, le concept est cool parce que c'est un film, en fait, c'est un film post-pandémie. C'est qu'il y a une pandémie qui a touché énormément de personnes, il y a eu énormément de morts. Et en fait, tu as des scientifiques qui ont hybridé 2 insectes avec des avantages sanitaires intéressants pour du coup créer un antivirus qui allait annihiler la pandémie. Surtout que cet antivirus, ensuite, plus tard, va s'étendre pour se transformer lui-même en sorte de virus. Et du coup, ces espèces d'insectes vont muter de manière à être aussi gros que des humains, à devenir des insectes géants, et de manière à imiter les humains en s'adaptant à leur corpulence physique, ce qui donne des designs extrêmement cool. J'adore les designs des monstres dans ce film-là. Au début, tu as l'impression de voir des mecs chauves avec des manteaux, et ensuite tu vois qu'ils s'ouvrent, et en fait c'est des insectes, en fait ils simulent des faux visages, donc d'où le titre Mimique. Et moi le film je trouve sympathique, j'ai passé un moment sympathique, c'est que en fait c'est du Del Toro mais très classique, c'est un blockbuster très classique en fait. C'est que là je trouve que la première partie, il y a un petit côté sous Seven. On est presque sur un film d'enquête un peu avec un éclairage un peu finchuresque, éclairage bleuâtre, verdâtre, avec du coup nos personnages qui enquêtent sur des disparitions. T'as Josh Brolin qui joue un espèce de pseudo-flic qui fait des vannes, qui est plutôt marrant. Et ensuite tu as tout le deuxième acte du film, la deuxième moitié du film où c'est juste un gros huis clos de 1 heure, un peu à la Alien, dans une station de métro du coup, où là il faut essayer de survivre face à ces espèces de gros insectes. Donc là il y a un côté beaucoup plus alien. Et moi, je dirais que en fait, c'est un film très conventionnel, c'est un film très vu et revu, mais Del Toro arrive à y insuffler des idées avec des beaux plans de travelling qui te montrent qui te fait de la grammaire visuelle assez intéressante, les designs des insectes, comme je vous l'ai dit, les couleurs qui sont le film est bien photographié, il n'y a pas de problème sur les visuels. Et le film est plutôt bien rythmé, c'est que c'est un gros blockbuster divertissant, donc le film est assez bien rythmé, c'est que la dernière heure, quand ça commence à être sur le métro, là on est à fond dedans, on voit les personnages essayer de survivre, il y a beaucoup de péripéties, c'est plutôt cool. T'as le personnage du policier flic qui est assez marrant, qui est stéréotypé, mais qui est assez cool aussi. Après, je dirais que mon défaut, c'est que je trouve que la première heure est assez longue, toute la partie avec la pandémie, il faut régler ce truc-là. Je trouve qu'il y a un long build-up avant qu'on découvre que ces disparitions sont reliées du coup aux fameux insectes du coup qui miment les humains. Je trouve que le rythme du film est un peu bâtard au début, c'est un peu long, et je trouve que les protagonistes ne sont pas très charismatiques, cette espèce de couple scientifique qui s'aime. En plus t'as la meuf qui est enceinte, du coup ça crée un enjeu, mais ils sont pas très charismatiques, ils sont pas très mémorables, et je suis pas vraiment investi envers ce personnage-là. Il y a aussi F. Murray Abraham qui est un bon acteur qui est dedans aussi. Mais c'est vrai que le film, il m'a pas. C'est un film du dimanche, quoi. C'est un film sympa, divertissant, que tu regardes sur TF1, qui fait plaisir. Pour moi, il n'y a pas grand chose à redire de plus. Il y a un petit mélange, il y a un petit mélange de Seven et d'Alien qui est sympathique. Le concept est cool, les visuels sont bien, Del Toro fait bien le taf, mais le scénario est très conventionnel et ça se ressent parce que on sait que Del Toro a eu beaucoup de problèmes avec ce film, notamment à cause des Weinstein et de Miramax, où là il s'est battu pour proposer le film et au final, je crois qu'il a même pas eu la final cut. Donc, mais il a une version longue. Je crois qu'il y a sa version qui est dispo quelque part. Je crois que c'est celle que j'ai vue en plus. Donc voilà, ce film a eu des problèmes, ça se voit, ce qui fait que c'est le moins bon du classement. Ensuite, et là je pense que ça va déjà faire gueuler, je pense, Les Chines du Diable, du coup. Donc son deuxième film, du coup, en langue espagnole, donc au Mexique, non, c'est en Espagne, c'est durant la guerre civile d'Espagne, donc entre les francoïstes et la Révolution. Donc en fait, le truc avec Les Chines du Diable, et ça c'est extrêmement subjectif. J'aime pas les trucs avec des enfants ou des ados. Ça, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois.
Mais moi, tu commences ton film et tu vois un gamin qui est emmené dans un institut, et dans l'institut, il se fait bully par d'autres gamins qui l'humilient pendant 3 quarts d'heure de film, et du coup, il se fait engueuler de façon injuste par les adultes parce que c'était pas de sa faute, et lui, il suit le mouvement. C'est les trucs d'école que j'aime pas. J'aime pas les trucs d'ados, d'école, de machin, ça m'emmerde de fou, je suis pas du tout aimé ça. Mais ce film est quand même très spécial. C'est un film c'est aussi, je pense, le film en dehors de Nightmare Alley, c'est le film le moins fantastique de Del Toro. C'est qu'il y a un élément fantastique, c'est aussi ça qui m'a un petit peu déçu. C'est que c'est un élément fantastique assez cliché. C'est l'élément fantastique du fantôme qui va hanter notre personnage, mais à la fin, le personnage va se rendre compte que ce fantôme-là, en fait, s'est fait tuer par le méchant du film. Et que si tu tues le méchant, le fantôme sera libéré plus ou moins, quoi. Il y a un délire comme ça. Ça, je trouve que c'est un truc quand même très revu, ce délire de fantôme avec le fantôme de cet enfant-là, qui pourtant a un bon design avec son espèce de crâne explosé et le sang qui se barre en espèce de fumée de vapeur. Je trouve que le look est plutôt cool du fantôme, mais il sert pas à grand chose, quoi. Donc je trouve que même l'élément fantastique, il est pas super fascinant, on va dire. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment le contexte en fait du film. On est sur une sorte d'institut pour des enfants. C'est que tu as le personnage de Federico Lupi qui joue un personnage assez charismatique, qui est le vieux sage qui prend soin de tous ses enfants. Et en fait, ce film nous montre qu'on suit des résistants, des gens qui protègent des enfants de soldats, des enfants militaires, des enfants orphelins suite à la guerre, potentiellement comme le héros du film, l'enfant principal du film qui se fait bully et qui ensuite, bon c'est là que ça devient mieux, c'est que le bully ensuite va s'allier à l'enfant principal, il sera beaucoup moins un bully. Et à la fin du film, on découvre pourquoi il est devenu un bully par rapport au méchant du film qui est donc Jacinto. Je crois qu'il s'appelle Jacinto, qui est un immense connard, une immense merde. Oh, quel connard. Le méchant, pourquoi tu veux le voir crever? Il est extrêmement détestable. Et le film est assez sombre, le film est assez violent. Pour le coup, c'est qu'on est on suit des enfants, certes, mais le film est assez, est assez choquant dans la violence. C'est que tu dis, ah ouais, ok, il se passe ça, il se passe ça. Parce que du coup, l'antagoniste du film, qui est Jacinto, qui est cette espèce de. Qui est un ancien jeune de cet institut, qui du coup va bosser pour eux, il va commencer à en avoir marre d'eux, va être avec une copine, il va essayer de vivre avec eux, mais lui, on voit qu'il est tourmenté par des meurtres, c'est un peu un rescapé des conséquences de la guerre d'Espagne. On sent que c'est un personnage qui est extrêmement traumatisé, qui a été transformé par la guerre, et on le ressent, ce qui fait qu'il va buter des gosses, il va faire des conneries, et la séquence de l'explosion, il bute vraiment des gosses, genre il y a des gosses qui crèvent dans ce film, là. Donc j'étais assez surpris par ça. En vrai, pour moi, le film démarre vraiment à partir de l'explosion, en fait. C'est vrai que moi, le film, je le trouve assez long et chiant avant l'explosion, hein. Surtout parce que c'est tout un délire d'enfant. Moi, tu vois, Harry Potter et tout, j'aime pas. Donc, tout ce qui est ado avec des lits, avec des colocations, des machins comme ça, c'est pas tout mon délire. Donc, moi, ça m'a pas trop intéressé. Il y a juste l'image de la roquette qui est coincée dans le truc qui est sympa, qui fait un plan symbolique un peu sympa, qui reste à l'œil. La roquette qui n'a jamais explosé, donc comme un signe du destin. Et la narration de Federico Lupi qui nous montre à la fin qu'en fait, il est devenu un fantôme et il va aider nos personnages. Donc, lui qui a une mort assez triste aussi, comme sa femme aussi. Donc, mais on sent qu'il y a des incestes aussi, qu'il y a des trucs comme ça. Donc, c'est un film qui est assez complexe dans le développement de ses personnages, mais qui m'a fait réviser mon espagnol déjà. Et mais qui apparaît dès que ça explose, bah là on voit la violence, là on est choqué, il y a des enfants qui sont morts, nos personnages s'en vont un par un. Et là juste tout ce que tu veux, c'est voir ce putain de connard de Jacinto crever, genre. Tu dis mais quel connard, tu vois. Donc et ensuite les enfants partent pour un avenir inconnu à la fin du film. Mais c'est vrai qu'avant cette explosion là, je trouve que le film je rempichais un peu. Donc je sais que pour beaucoup c'est un putain de film, mais moi j'ai eu du mal avec ce film-là. Et j'en suis. Non, je m'excuse pas, c'est subjectif, hein, c'est bon. Donc ensuite en 10ème, et pareil, je sais qu'il y en a qui adorent ce film, mais pas moi, c'est Crimson Peak. Du coup, Crimson Peak, et bien parce que moi pareil, subjectivité, tout ce qui touche à l'époque victorienne, Renaissance, costard-cravate, roi et reine, histoire d'amour où on lit des livres et on est en pleine révolution industrielle, c'est pas ma vibe. C'est pas mon type de film, et en plus ce film-là c'est censé être une romance. Donc et les romances c'est encore moins. Je suis pas très romance, hein, c'est rare que j'aime vraiment beaucoup une romance. Mais voilà, et donc moi c'était pas du tout mon délire. Même le concept de fantôme, parce que c'est aussi ça qui était cool dans ce film-là, c'est que c'est un film de maison hantée, plus ou moins. La deuxième partie en tout cas, avec des fantômes qui hantent le personnage, et plus le nom de l'actrice, mais celle qui jouait Alice dans les Alice de Tim Burton. J'aime bien le chara-design des fantômes qui sont rouges, un peu transparents, donc qui ont un design assez original par rapport aux histoires de fantômes qu'on a habituellement. Mais c'est vrai que les fantômes n'ont pas un rôle supra important, ils sont juste là pour hanter et pour teaser en fait, les révélations qu'on aura sur le déroulé du film. Parce que du coup, on suit les personnages de Tom Hiddleston et de Jessica Chastain qui sont frères et sœurs et qui vont du coup héberger la femme de Tom Hiddleston dans leur maison hantée. Et donc, on va avoir des indices petit à petit sur qui sont ces personnages, quelles sont leurs allégeances et d'où ils viennent en fait. Et pour le coup, bon casting. Pour le coup, c'est que Tom Hiddleston est très charismatique dans le rôle de ce mari aimant humain, mais qui cache des secrets assez profonds
Et je n'ai plus le nom de l'actrice, désolé, mais l'actrice principale aussi est très très bien. Je la trouve déjà mieux utilisée que dans les Alice au Pays des Merveilles où elle était totalement mise au second plan pour le coup, dans ce rôle d'autrice qui est en proie d'inspiration et qui va potentiellement écrire le roman Crimson Peak à la fin du film par exemple. J'ai un peu l'impression de voir du Del Toro dans ce film-là. C'est que tu as l'héroïne qui est une autrice et tu as Hiddleston qui est un mec qui s'est jamais sali les mains pour travailler, qui est un mec qui est extrêmement intelligent, qui va essayer de faire avancer le développement du forage d'argile, il me semble. Mais il s'est jamais sali les mains, il a jamais été ouvrier, etc. Donc on le critique parce que c'est pas un mec qui en a chié pour arriver où il en est. Alors qu'au final, c'est aussi une trajectoire pour atteindre le rêve américain comme un autre, plus ou moins. Et c'est peut-être quelque chose que Del Toro a vécu, c'est que lui aussi, c'est pas un mec forcément manuel ou je sais pas, je dis de la merde, hein, je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Mais lui, je pense qu'il représente un peu le fait qu'on peut tous y réussir à notre manière, on n'est pas obligé de suivre un seul chemin pour réussir dans la vie, quoi. Donc il y a ce côté-là qui est intéressant avec Hiddleston. Jessica Chastain campe une antagoniste assez cool, pourquoi elle est vraiment très détestable, elle est froide, elle est mystérieuse, elle est totalement possessive de son frère, donc ça part un peu en Lannister sur la fin du film. Bon, par contre, Charlie Hunnam, j'aime bien Charlie Hunnam, mais je trouve que dans les films de Del Toro, il a jamais été très bien utilisé. Je trouve qu'il a un peu le rôle du mec chiant. Il a le rôle du mec, du mari idéal, du mec qui devrait être avec notre héroïne, et c'est lui qui va enquêter sur les trucs durant tout le film, qui va venir sauver notre héroïne à la fin, qui va se faire avoir. Il joue un peu le beau chevalier un peu classique, donc Charlie Hunnam, j'ai pas trouvé fantastiquement extraordinaire dans ce film-là. Mais le film est cool, la musique est agréable, toujours aussi bien filmé, le décor de la maison hantée est sublime, hein, du gothique à Del Toro, le design des fantômes, l'interprétation des acteurs reste toujours très réussie. Le pitch de base est plutôt cool, hein, avec le père qui se fait tuer, le côté enquête mêlé à une espèce de romance sordide à un film de maison hantée. Je trouve que le mélange est cool, malheureusement. C'est pas du tout mon type de film. C'est vraiment le côté romance, le côté victorien, Renaissance qui n'est pas mon univers, qui fait que le film, je suis pas son plus grand fan. Donc voilà, donc ça reste un bon film, Crimson Peak, mais c'est pas le meilleur. Ensuite, en numéro 9, et là on arrive quand même au film que j'apprécie quand même, c'est Chronos, son tout premier film, que j'ai plutôt apprécié, Chronos, du coup, pour le tout premier film de Del Toro. Déjà, en fait, on voit déjà beaucoup de ce qu'il va nous montrer dans ses prochains films dans ce film-là. C'est-à-dire qu'on a déjà, il y a ce petit côté Pinocchio, avec cette espèce d'antiquaire, avec sa petite fille, qui est tout mignon, qui est le petit vieux très sympa, ça se voit qu'il fait ça toute sa vie, qu'il est heureux, etc. Dont la vie va se faire détruire par l'autorité. Bon, dans Pinocchio, c'est le fascisme, là, c'est le capitalisme, hein, du coup, par la guerre même. Dans celui-là, c'est le capitalisme représenté par Roll Perlman, qui est le fils d'un grand milliardaire mexicain qui veut atteindre l'immortalité. Ensuite, il y a un côté très Frankenstein et aussi Blade Dracula vampire, avec le fait que du coup, tu as cette espèce de bijou scarabée qui te rend immortel et qui te transforme en vampire, et donc tu deviens dépendant au sang. Mais à la fin, notre héros, du coup, s'en sort presque en Frankenstein, avec sa peau totalement balafrée de partout, tout dégueulasse, et le fait qu'il hésite à tuer sa propre petite fille à la fin, mais qu'il le fasse pas. Ce qui peut rappeler un peu les séquences de douceur qu'on pouvait avoir avec le Frankenstein de Basil Karloff et la scène de la petite fille, où tu ne sais jamais qu'est-ce que Frankenstein va faire à cette fille-là. Est-ce qu'il va la tuer ou est-ce qu'il va la caresser ou je sais pas quoi. Donc je trouve qu'on retrouve un peu ce côté-là de Del Toro, qui dans ce film-là critique le capitalisme, en fait, avec Ron Perlman qui, dès son premier film, est chez Del Toro, donc l'un de ses deux gros acteurs fétiches. Et Ron Perlman joue un personnage très en couleur, hein, pour le coup assez fun, donc en costard cravate un peu chaotique, qui doit obéir à son père, à son grand-père, il en a marre de son grand-père. Là où t'as Federico Lupi qui joue qui a une excellente transformation, Federico, puisque avec sa moustache, on dirait vraiment qu'il perd 10 ans dans la figure quand il a sa moustache. C'est qu'il passe du petit vieux un peu gentil à un mec un peu plus charismatique, qui en impose beaucoup plus. Et ensuite, il va totalement se déconstruire en espèce de figure gothique monstrueuse qui hésite à basculer entre sa monstruosité ou du coup plutôt mourir que devenir un monstre. En fait, c'est un peu ça la thématique. Surtout que son personnage s'appelle Jesus, il me semble, là où Ron Perlman s'appelle Angel, et Jesus, dans le film, meurt et ressuscite. Donc voilà, on voit il y a aussi un apport à la religion qui est montré dans le film, et cette fin contre Angel et Jesus, du coup, donc dans le combat final. Et c'est aussi un film sur la famille, c'est un film qui critique le capitalisme du coup qui gâche la vie de cet homme-là, de cette petite fille qui est quand même une protagoniste importante à la manière de la fille du labyrinthe de Pan. Donc il y a aussi ça qu'on retrouve, puisqu'elle va toujours suivre les héros, peu importe leur apparence, peu importe leur look, elle va jamais avoir peur d'eux. C'est vraiment la fille naïve, innocente, qui ne juge pas en fait. Donc il y a aussi ce côté-là qu'on retrouve un peu dès ce premier film-là. Puis le film, pour moi, après le film est quand même 9ème, parce que ça se voit que c'est un film qu'il a fait avec très peu d'argent, avec les moyens du bord. C'est un premier film, et il est très bien fait, très bien mis en scène.
simple, efficace, il y a pas de grands effets de fou en vérité. Il y a presque un côté Blue Beetle, mais version film d'horreur un peu, ça me fait rire aussi. Mais parce que le film est assez violent, tu vois, il se met du sang tout le temps, le gars. Et on sent quand même le premier film avec des moyens assez modestes, une mise en scène assez simple. Mais en vrai, je trouve que pour un premier film, Del Toro, il a vraiment proposé quelque chose d'assez singulier, une manière extrêmement unique de traiter du film du vampire, parce que c'est grosso modo un film de vampire, même si on peut aller au-delà de ça, parce que le film a beaucoup de sous-genres, j'ai l'impression, dans son ensemble. Donc pour moi, ça reste un très bon film, mais ça reste quand même un premier film, ce qui fait que je le mets 9ème. Donc Chronos, une poésie macabre, gothique, assez réussie et efficace du coup. Ensuite, en numéro 8, je mets le premier Hellboy du coup de Del Toro. Et c'est là que l'on voit à quel point les univers de Mike Mignola et de Del Toro étaient faits pour se coller ensemble en fait. Donc du coup, Del Toro nous propose un film de super-héros qui, encore une fois, se mêle à plein de choses, parce que du coup, c'est un film, c'est aussi ça qu'on repère aussi beaucoup dans son cinéma Del Toro, c'est qu'il critique beaucoup les autorités, toutes les formes d'autorité, on va dire. Notamment, tu as tout le côté guerre froide avec les militaires américains dans Shape of Water, tu as la critique du fascisme italien dans Pinocchio, la critique du coup des francoïstes, il me semble, du coup, dans Labyrinthe de Pan, et dans du coup les Chines du Diable, le capitalisme dans Chronos, et là dans Hellboy, de façon beaucoup moins subtile, et beaucoup plus parodique, les nazis, représenté par Rasputin, qui n'est pas nazi, mais qui fait partie du groupe des nazis. Donc il y a aussi ça. Et Hellboy, c'est un film qui est très cool. C'est en vrai le seul truc, le seul défaut, véritable défaut que j'aurais à évoquer à Hellboy, c'est vraiment le fait que le méchant soit pas ouf. Je trouve que l'acteur qui joue Rasputin n'est pas très charismatique, pas très mémorable, un peu osef, très stéréotypé. Donc, mais en dehors de ça, le film est excellent. Dans le découpage, dans la mise en scène, beaucoup d'effets spéciaux, il se fait vraiment plaisir. Et Ron Perlman est vraiment né pour le rôle. En plus, c'est vraiment la saga Hellboy, c'est vraiment la saga des acteurs fétiches du coup de Del Toro, parce que c'est la saga qui met surtout en scène Hellboy, du coup par Ron Perlman, et du coup Abbé Sapiens joué par du coup Doug Jones. Donc Ron Perlman qui a joué dans 7 de ses 13 films, et Doug Jones qui a joué dans 6 de ses 13 films. Donc qui a surtout joué les grands personnages du coup en effets pratiques et prothèses dans ses films. Donc c'est de base pour moi c'est un peu la saga de cœur de Del Toro, c'est la saga qui réunit un peu ses gros acteurs à lui et ses effets pratiques avec un budget assez élevé pour le coup, ce qui est plutôt cool. Et l'univers va super bien. Moi, normalement, je suis pas très fan des univers à la Constantine. C'est-à-dire les univers occultes avec des enquêteurs qui doivent affronter des menaces, des sorciers, des satans, des machins. Là, ce que j'aime avec l'univers de Hellboy, c'est qu'on suit un personnage qui est le diable, qui est né pour anéantir le monde, mais comme il a été élevé par des humains, c'est juste un mec normal en fait. C'est un mec normal, un peu beauf, qui fume des cigares, qui a un gros beauf, qui regarde la télé, qui caresse des chats, qui est un peu con, qui pense qu'à sa gueule. Donc l'histoire descend extrêmement vite à une échelle humaine, alors qu'on est censé suivre un diable qui se lime ses cornes, quoi. Donc c'est ça qui est super intéressant avec Hellboy, et en plus de ça, c'est un univers qui est beaucoup plus vaste, c'est un univers qui n'est pas que occulte, c'est un univers qui mélange la technologie à l'occultisme. Et du coup, ils ont des armes qui se mélangent du coup à la magie dans ce film-là. Et en plus, il y a aussi des méta-humains, comme du coup la copine de Hellboy, qui a des pouvoirs de flamme, et du coup Abbé Sapiens, qui est un méta-humain amphibien, du coup. Et les prothèses sont bien sûr fantastiques. Ron Perlman arrive à délivrer une excellente performance avec le costume de Hellboy, complètement comics accurate. Abbé Sapiens aussi, excellent aussi. Et c'est super intéressant de voir cette espèce d'histoire un peu de. Il y a le petit côté la belle et la bête. Au final, la bête, c'est plus la fille, plus que Hellboy, parce que Hellboy, oui, c'est le diable, c'est censé être un peu la bête, parce que physiquement, il est repoussant, entre guillemets. Mais la plus puissante, celle qui peut exploser, qui peut éclater à tout moment, c'est sa copine, justement. Donc il y a cette relation qui est intéressante, surtout avec le fait que le film soit du point de vue d'un jeune agent qui, du coup, en étant de ce point de vue, on découvre Hellboy, on découvre Abbé Sapiens de son point de vue. C'est comme si on intégrait la saga Hellboy en cours de route, ce qui est assez bien fait dans le rythme du film. Et puis le film s'amuse en termes de design, c'est qu'on sent qu'il met le plus d'effets pratiques possible. C'est que t'as l'espèce de minotaure tentaculaire que Hellboy affronte, on sent que dans les plans rapprochés, c'est de la prothèse et pas de l'effet spécial, et qu'il en met vraiment uniquement quand il est obligé d'en mettre. Il y a aussi de superbes blagues, beaucoup d'humour qui marche très très bien, notamment Hellboy qui va complètement provoquer le jeune agent qui pense draguer sa femme, sa copine. Donc il y a aussi ça qui marche bien. Le final où il te fait une espèce de Cthulhu géant qui sort de Rasputin, où là aussi c'est super stylé, ça va à fond dans le délire. Les méchants nazis, je les trouve pas super intéressants. Mais par contre, le nazi assassin avec ses lames masquées, qui est en fait une espèce de zombie qui a des cendres à la place du sang. Ah, lui, il était badass, lui, il était stylé. Lui, le nazi ninja, il était super cool. Ça, je le dis tout de suite. Puis la musique est plutôt cool, l'univers en mode organisation un peu Shield, les versions occultes. En fait, c'est le Shield version Del Toro. Donc voir ça, c'est super cool. Surtout que Del Toro, il y a toujours cette mise en scène qui marche très très bien, avec cette imagerie souvent très verdâtre, jaunâtre, très gothique dans ses designs, et souvent avec des longues focales où du coup les décors sont très larges. On va voir ça dans quasiment tous ces films modernes justement. Et c'est un peu avec Hellboy qu'il a commencé à opérer sur ce truc-là. Et puis tu as tout le côté film de guerre au début, avec cette espèce de démon que tu vois de l'espace, t'as le bébé Hellboy qui arrive. C'est un film extrêmement généreux,
qui traite de plein de thématiques, c'est que c'est un film, il y a un petit côté Doom Patrol, un petit côté Freaks, dans le sens où Hellboy, c'est un gars normal, mais il doit se cacher parce qu'il faut pas qu'on découvre, on découvre qu'il existe. C'est un personnage qui, malgré il ait ce côté beauf, ben, c'est un mec, il déteste qui il est, quoi. Il veut pas devenir ce qu'il doit devenir. Il doit pas se montrer aux gens, il fait peur aux gens. Ça se voit que c'est un personnage qui fait le connard pour cacher un mal-être qu'il a au profond de lui. Un mal-être que seul, du coup, son père d'adoption, joué par l'excellent John Hurt, peut couvrir. Donc, il joue, qui joue le vieux sage, etc., mais qui est un très bon personnage aussi. Donc, encore une fois, très bon casting. Donc, à partir de là, c'est un film qui est assez cool sur ces freaks qui sont un peu, qui doivent se cacher du reste du monde, mais qui doivent sauver le monde quand même. Ce côté Belle et la Bête un peu déformé. Et le fait que Hellboy, à la fin, puisse succomber à l'amour de sa copine, ou pour, du coup, céder à sa destinée. Donc, c'est un film qui parle aussi de libre arbitre. Hein. C'est que tu es peut-être né pour devenir Satan, mais tu peux devenir autre chose, que tu peux devenir un héros. Donc, l'univers d'Hellboy, c'est un univers qui est fascinant, et vraiment, hormis le méchant que j'ai trouvé un peu osef, le film est cool. Le film est cool. C'est un putain de blockbuster, et vraiment, c'est à partir de ce film-là, et surtout du numéro 7 et 6, qu'on va partir sur les vrais kiffs que j'ai du cinéma de Guillermo del Toro, avec le numéro 7 qui est Nightmare Alley. Nightmare Alley que j'ai pas adoré au premier visionnage, parce qu'en fait, le film, il est clairement scindé en deux genres différents et en deux parties. Et moi, j'ai beaucoup plus aimé la première partie que la deuxième partie. Moi, j'adore les histoires de freaks, encore une fois. On revient à ce délire-là qu'on a dans Hellboy. Donc, ces personnages de freaks où, du coup, tu suis un... En fait, ce film-là, c'est vraiment une étude de personnage. C'est un rise and fall du point de vue du personnage de Bradley Cooper, qui est un personnage qui semble avoir fait quelque chose, enterré quelqu'un. On sait pas d'où il vient, on sait pas d'où il provient, on sait pas ce qu'il a fait. Et il va rejoindre ce cirque, il va faire des petits boulots avant de monter les échelons dans ce cirque et de devenir un manipulateur. Donc une sorte de mesmer, d'hypnotiseur, on va dire, qui va réussir à monter les échelons en s'inspirant de ses mentors et en volant presque leurs idées. Donc c'est un film d'arnaqueur, plus ou moins, ce film-là. Et moi, j'adore toute la partie freak, ce cirque du début avec un putain de casting, Ron Perlman de nouveau, Willem Dafoe dans le rôle du ringmaster, du coup, Toni Collette, Rooney Mara qui va jouer sa love interest. Du coup, on te met des hommes forts, on te met des nains, on te met des femmes avec des engins électriques, on te fait des jeux de mémorisation. Il y a ce bébé super creepy qui avec son troisième œil aussi qui s'appelle Enoch. Donc, et il y a cette thématique qui va être la thématique du film, qui est le fait que Willem Dafoe paye des SDF pour les forcer à bouffer du poule, des têtes de poulet vivants devant des gens, et les gens sont prêts à payer pour voir ça. Donc il y a vraiment ce côté, il y a vraiment ce procédé de déshumanisation, de capitalisme horrible. On est prêt à payer juste pour voir quelqu'un comme nous manger une poule, et ça nous fait plaisir, quoi. Il décapite une poule avec ses dents, et du coup on paye pour voir ça, pour se sentir supérieur à des individus comme ça, quoi. Donc il y a un procédé de cruauté, de déshumanisation qui va se répéter durant tout le reste du film, où pareil, du coup le personnage de Bradley Cooper va du coup reprendre les idées de son mentor et de Toni Collette pour du coup faire sa propre carrière de magicien, hypnotiseur avec Rooney Mara. Et là du coup il va profiter de sa rencontre avec le personnage de Cate Blanchett, qui est le stéréotype ultime du film noir, le personnage de Cate Blanchett pour le coup. Et c'est là que le film avait commencé à m'ennuyer pour le coup. Je trouvais ça très très long, cette partie d'arnaque en mode film noir, en mode ouais je vais essayer de piéger un riche pour qu'on gagne de l'argent, etc. En revoir le film, je trouve que ça passe mieux, que c'est beaucoup mieux rythmé et que ça marche beaucoup plus. Surtout parce qu'on a un giga casting. Cate Blanchett, elle est impériale dans son rôle d'un peu de femme fatale qui est presque séduisante, mais qui est presque repoussante aussi dans ses idées en tant que psychologue. C'est que ces deux personnages-là arrivent à se clasher l'un à l'autre, parce que tu en as un qui a une vraie capacité de déduction de qui est qui grâce à ses capacités de faux hypnotiseur, et tu as elle qui est psychologue et qui arrive aussi à percevoir la profondeur un peu de personnages comme Bradley Cooper. Donc il y a un jeu de chat et de souris qui marche bien entre les deux. Et toute la partie arnaqueur revient à ce que j'ai dit par rapport au procédé de déshumanisation, c'est que Bradley Cooper a exprès exploité la mort de la fille d'un homme riche pour se faire de la thune, et donc à souiller sa mémoire, et donc à potentiellement faire du mal à cet homme riche. Ce qui va arriver, puisque du coup à la fin l'homme riche va repérer le gossip, et du coup va se venger contre Cooper, et Cooper va le massacrer, il va complètement le tuer, lui et Holt McCallany, qui est un excellent acteur qui est dans ce film aussi, ce qui va mener à sa déchéance, où Cate Blanchett va le trahir, et où à la fin du film, du coup on découvre que là où Cate Blanchett était peut-être un personnage un peu plus humain et plus sereine que lui, lui en fait c'était juste un connard de bout en bout, il voulait juste se faire de la thune, il avait aucune compassion morale et humaine, pour ça qu'on Mara le quitte, pour ça que le cirque ne reviendra plus jamais le voir, et à la fin il se retrouve complètement dépouillé, seul rôle qu'il peut avoir, devenir le SDF fou qui doit bouffer des têtes, encore une fois. Donc là tu as la parfaite boucle bouclée, avec cette dernière scène avec Tim Blake Nelson qui dit qu'il pue, qui pue la merde, qui ressemble à rien, mais qu'on peut lui donner un job. Et je trouve qu'en termes d'histoire, le film est absolument incroyable. Je trouve que cette boucle bouclée du début, où lui, du début à la fin, il devient un mec pathétique, il devient une merde, et il est complètement mort de l'intérieur.
enfin incroyable, et Rise and Fall super bien développé, où du coup on découvre petit à petit, bah, qui est le personnage de Bradley Cooper, le fait qu'il ait tué son père, et cetera. Donc on comprend que ce personnage n'est pas un bon personnage, et le film dure 2 heures et demie, c'est surtout ça peut-être son défaut, c'est sa longue durée qui fait que le film est assez long, et que je trouve surtout la partie film noir avec Cate Blanchett est très longue. Mais en dehors de ça, je trouve que le film est vraiment géré d'une main de maître, toujours aussi magnifique visuellement également, hein. Que je pense notamment au climax dans la neige avec la belle robe du coup de Rooney Mara, donc il y a un côté très fantomatique comme Del Toro sait le faire. Même si c'est le seul film de Del Toro qui n'est pas fantastique, donc c'est aussi à relever. Mais voilà, Nightmare Alley, dans le milieu du classement, c'est un très bon film. Après, pour d'autres, c'est peut-être un chef-d'œuvre. Pour moi, il y a des longueurs, mais ça reste très très bien réussi quand même. Ensuite, et moi je pensais le mettre beaucoup plus haut initialement, et bah non, je le mets 6ème, c'est Pacific Rim. Pacific Rim qui je pense est peut-être le plus grand film de kaiju des années 2000 pour l'instant, c'est qu'il y a peut-être Cloverfield qui doit le talonner. Il y a Godzilla Minus One durant cette décennie-là qui est pas mal aussi. Mais je pense que Pacific Rim, je pense qu'il n'y a pas un film de kaiju qui a plus marqué que Pacific Rim, c'est le seul, c'est vraiment le film où Del Toro se lâche complètement, il se fait plaisir, il n'y a pas forcément de poésie, c'est juste du full actionneur, action, on fait tout casser. Il prend des jouets et il joue avec. Sauf que comme c'est Del Toro, c'est pas mal fait, c'est que lui, il fait des efforts de fou dans les visuels pour nous proposer un spectacle que l'on mérite de regarder tout simplement. Avec ce concept du coup d'espèce de monstres souterrains, de trolls géants, de monstres kaiju souterrains qui proviennent d'un portail interdimensionnel. Qui, qui vont monter sur Terre, qui vont essayer d'envers la Terre, et du coup tu as l'armée, tu as toutes les nations du monde qui vont se réunir pour créer une unité capable du coup de piloter des robots géants pour affronter ces kaiju, donc leurs propres kaiju. C'est trop bien, frère. C'est trop cool. En plus c'est trop. En fait, ça me rappelle un peu Real Steel dans ce délire-là. Moi, j'adore j'avais grave kiffé Real Steel quand j'étais gosse. Je l'ai pas revu. C'est-à-dire du robot qui représente un peu une nation. Ce robot-là, ça se voit que c'est le robot américain. Ce robot-là, ça se voit que c'est le robot soviétique. Ce robot-là, ça se voit que c'est le robot un peu chinois. On voit qu'il y a la collaboration du reste du monde. Du coup, en termes de caractère design, c'est super cool. Mais ça se voit qu'ils s'inspirent énormément, bien sûr, de l'univers de Evangelion, avec ce côté animé, un peu comics presque, qui marche super bien. Et la musique est incroyable. La musique de Ramin Djawadi, excellentissime. Tout le monde s'en souvient. Superbe BO, superbe épique. Donc ça, excellent aussi. Et le film, en termes de mise en scène, est absolument excellent, incroyable. Les effets spéciaux n'ont pas vieilli. Les effets spéciaux n'ont absolument pas vieilli, ça fait plus de 10 ans que le film est sorti. C'est certainement le film fait pour la 3D de Del Toro. Pour le coup, il n'y a pas plus film de 3D que ça, c'est que ça se voit. Il y a un jeu de profondeur de fou. Il y a des jeux d'échelle qui sont excellents. Tu vois, on pense au fait qu'il y a beaucoup de plans, on est à ras le sol et on voit l'immensité des robots. Du coup, en plongée, en contre-plongée, ce qui est super bien fait. Tu as des beaux plans symboliques où tu as l'humain tout petit, le robot géant avec des plans super bien composés. Donc, la mise en scène du film est absolument impériale. En plus, le film est super coloré. Il y a des couleurs de partout. Les kaiju sont colorés parce qu'ils ont une texture avec des espèces de néons en eux. Les robots sont colorés. T'as un combat à Tokyo, c'est encore plus coloré. Le final dans la mer avec le côté volcanique. Ça pète de couleurs, c'est beaucoup trop cool. Genre. On manque de couleurs dans les effets spéciaux d'aujourd'hui, quoi. Là, il y a de la couleur de partout, faut en profiter. C'est vraiment un animé qui prend vie, ce film-là, c'est super cool. Et même l'idée thématique est super intéressante, c'est super bien trouvé, le fait qu'il faille 2 pilotes pour commander du coup un robot. Ça, c'est super cool et c'est une idée qui fonctionne super bien parce que du coup, ça te montre que on peut pas juste faire les choses pour soi-même, on est obligé de les faire ensemble, d'avoir une cohésion avec un être humain. Et donc il y a cette thématique de communion entre des êtres vivants qui doivent s'entraider pour réussir, notamment le personnage de Sharionam et le personnage féminin qui est avec elle, qui je crois est d'origine chinoise, donc je crois qu'il y a non japonaise. Donc il y a aussi ce côté collaboration interculturelle qui est intéressant dans cette thématique-là. Surtout que ce personnage-là est la fille adoptive de Idris Elba qui est noire. Donc c'est un film qui veut vraiment montrer l'union de toutes les cultures contre une menace unique qui sont les kaiju. Donc il y a aussi cette thématique-là qui est intéressante, et du coup c'est une thématique qui marche bien parce que t'as le personnage de Charlie Hunnam. Ouais, je parlais vite là. Donc les personnages principaux sont pas. Pour moi, le point faible, c'est les personnages qui sont assez lisses. Je trouve que Charlie Hunnam, c'est un personnage qui est assez lisse. Je trouve que la meuf, le personnage féminin, qui est un personnage fort, qui est super important, qui fait duo avec Charlie Hunnam également. Donc il y a ça aussi. Je trouve pas très charismatique. C'est Idris Elba pour le coup est charismatique. Je trouve que c'est vraiment Idris Elba qui portait le film à l'époque quand je l'avais vu, et c'est toujours lui. Je trouve que c'est lui, il a une sorte. On voit qu'il est un peu mystérieux. Il a un aura automatiquement quand tu vois, il y a une forme d'aura en lui. Tu te dis que c'est juste le général qui fout rien, qui envoie des gens mourir, mais en fait tu découvres que lui aussi était un ancien commandant du coup des Jaegers, et donc à la fin il va revenir dans un Jaeger et le piloter. Il est mourant, etc. Donc je trouve Idris Elba c'est le personnage le plus intéressant du film et le plus charismatique. Là où Charlie Hunnam il joue un peu le cliché du mec traumatisé qui a perdu son frère, qui fait un job de merde, qu'on recrute parce que c'est le meilleur des meilleurs et donc il doit revenir, et donc il va essayer de retrouver le feeling qu'il avait avec son frère mais avec ce personnage féminin. Donc
Je trouve que son personnage est très stéréotypé en tant que le cliché un peu du héros traumatisé beau gosse, tu vois? Je trouve que c'est un personnage assez stéréotypé et le personnage féminin non plus m'a pas non plus transcendé non plus. Je trouve que en vrai, c'est vraiment les personnages secondaires, donc Idriss Elba surtout, qui m'ont marqué parce que moi j'ai trouvé l'arc des scientifiques assez drôle. Parce que déjà les acteurs sont très charismatiques, ce scientifique qui met ce casque dans sa tête, qui voit la vision des kaijus et qui saigne du nez, qui en chie et qui est totalement hyperactif. Je trouve que les personnages scientifiques, ils avaient des arcs vraiment très, très drôles et puis tu as eu le rôle de Ron Perlman, un espèce de gangster du marché noir, avec ses lunettes et son look complètement haut en couleur. Lui aussi, il était très très drôle d'ailleurs. Donc c'est un film qui est extrêmement réussi, très bien rythmé, c'est une action impeccable. Il y a des morts, il y a des enjeux en plus, parce que tu sens l'enjeu, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui meurent également dans le film, beaucoup de sacrifices aussi. Et du coup, ce qui donne un film extrêmement épique et un véritable hommage au cinéma de monstres, de Del Toro, mais là c'est un autre type de monstre, mais surtout au cinéma catastrophe et de gigantisme et de kaiju qu'on peut rêver qu'on a pu avoir dans les années 60 par exemple, dans le cinéma japonais par exemple. Donc voilà pour Pacific Rim. Des personnages un peu moyens, je trouve les personnages principaux sont un peu chiants, mais heureusement que tout le reste marche à côté, quoi, et qu'on est un film régressif où on se fait plaisir, pas besoin de poésie, on est là pour se faire kiffer, quoi. Donc Pacific Rim, 6e. Ensuite, 5e, et ça je pense que c'est le film avec lequel j'ai le plus d'attache par rapport à Del Toro, c'est Blade 2, parce que Blade 2, je l'ai vu quand j'avais genre 8 ans, et je sais pas pourquoi mes parents m'ont fait voir Blade 2 quand j'avais 8 ans. Genre j'avais le DVD, et en plus le film je l'ai regardé plusieurs fois quand j'étais gosse. Du coup, ce qui fait qu'il y a plein de scènes qui sont vraiment marquées dans ma tête par rapport à Blade 2. J'oublierai jamais vraiment la gueule du méchant, la gueule du méchant qui s'ouvre en double et qui a des espèces de mandibules, ça m'avait grave marqué quand j'étais enfant, sa gueule en mode mandibule. Ça m'avait en mode Predator, c'est en fait sa gueule du Predator, plus ou moins. Mais ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais jeune, la séquence de l'autopsie. Ça, c'est la séquence c'est vraiment cette séquence-là qui, dans mon enfance, m'a fait rendre compte à quel point le corps d'un être vivant pouvait être composé de plein d'éléments vitaux super importants. Même si c'est pas du tout un corps humain dans ce film-là, mais ça m'avait extrêmement marqué la séquence de l'autopsie quand j'étais jeune. Et la séquence où Blade se fait trouer son corps parce qu'on lui vole son sang, c'est tellement viscéral que ça m'avait aussi beaucoup marqué quand j'étais jeune. Mais Blade 2, je trouve que c'est un gros kiff aussi. Je crois, si je ne dis pas de conneries, c'est le seul film que Del Toro n'a pas écrit ou coécrit. Là, il est plus ou moins là en tant que commanditaire, même si on lui a complètement laissé carte blanche dans la réalisation. Et c'est pour ça, comme je dis, que moi, ça me dérange pas que le film Blade du MCU mette du temps à arriver, parce que désolé, pour moi, je peux patienter pour un nouveau film Blade, parce que pour moi, Blade 1 et Blade 2, c'était déjà des films excellents, et donc moi, je suis pas impatient pour un nouveau film Blade, parce que je trouve que j'ai déjà kiffé ma vie avec ces deux films Blade là, quoi. Et Blade 2 est encore mieux que Blade 1, du coup. Surtout grâce à Del Toro, c'est que en fait, ce film-là, c'est un giga très grand hommage au cinéma d'action, un peu typé Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, un peu même vite fait Bruce Lee. En plus, t'as Donnie Yen qui joue un rôle dans le film et qui a participé aux chorégraphies du film également. Donc, c'est vraiment un gros hommage au cinéma d'action un peu chinois, etc. Et les scènes d'action déchirent, ça dépote de fou. À l'adrénaline, où ça va super vite, super bien découpé. C'est souvent découpé de façon un peu frénétique, mais c'est souvent des découpages qui sont là pour jouer sur le tempo le tempo des coups, qui nous montrent parfaitement ce qu'il faut montrer. Donc c'est très très dynamique, très très énergique, mais totalement lisible. Ce qui fait que ces actions sont absolument fantastiques. Franchement, on prend son pied. Rien qu'en tant que film d'action, c'est super cool, et même le concept de base du film est super cool. Déjà, le film visuellement est très bien géré par Del Toro, bien sûr, comme je le dis encore. Mais même si là, c'est plus sa patine de ses premiers films, plus que de ses nouveau du coup, mais le concept de base de Blade, qui doit s'allier contre ses pires ennemis, les vampires, pour affronter une espèce de virus, de nouvelle race de vampires qui veut à la fois tuer les vampires et Blade. Mais quelle idée de taré, quoi. Genre le Blade qui s'allie à ses pires ennemis, c'est super cool. Et j'adore cette idée de Blade qui doit s'allier à des mercenaires qui s'étaient entraînés pour le tuer lui. Notamment Ron Perlman, qui est un peu l'équivalent d'un Blade caucasien, du coup, c'est son rival durant tout le film. Et du coup, grâce à lui, on a beaucoup de séquences très comiques et de provoques assez drôles qui marcheraient très bien. Et à côté, t'as des séquences extrêmement terrifiantes qui jouent sur les jeux de lumière. Dans les égouts, il fait très très sombre. Les bombes de lumière qui créent de la lumière qui va éclairer ta figure. Et les séquences de boîte de nuit, c'est que c'est un film qui pète de couleurs et qui va jouer sur la couleur pour te créer de l'effroi et de la terreur. En plus, il y a aussi Norman Reedus qui joue le sidekick de Blade, qui est un peu un connard, il est assez fun dans ce rôle-là aussi. Donc Ron Perlman est aussi cool, et c'est cool de voir des espèces de vampires de vampires multiculturels. C'est que tu vois que tous les mercenaires proviennent d'une culture différente, d'origine différente. Et encore une fois, on reste sur cette idée un peu Men in Black-esque du fait qu'il y a une culture de vampires cachée dans le monde vivant. Du coup, tu as cette espèce de vieux vampire qui est en fait un connard qui avait essayé d'empoisonner son fils. Et du coup, son fils veut se venger de lui et le tuer, du coup. Et donc, il y a tout ce combat moral qui est très intéressant. En fait,
fait, on confronte Blade à sa xénophobie un peu. C'est que Blade, c'est un xénophobe des vampires, en fait. C'est aussi ça. C'est qu'il il est traumatisé par ce que les vampires ont fait à sa mère, et depuis, il déteste les vampires, il veut pas leur donner de chance. Dès qu'il voit un vampire, il le tue. Donc quand il y a cette belle femme qui pourrait limite être sa love interest, qui lui dit « Mais pourquoi tu nous détestes tant? C'est pas bien et tout », bah je trouve que ça rend la fin d'autant plus poétique, du coup, quand Blade la prend dans ses bras, et donc accepte de la faire mourir du coup au soleil, dans un beau coucher de soleil qui du coup la transforme en cendre et la désintègre. Je trouve que même dans un gros film d'action comme ce film-là, il arrive à mettre de la poésie, quoi. La poésie en confrontant les valeurs du personnage de Blade, en confrontant cette culture des vampires, avec un antagoniste qui est Nomak, qui est un très bon antagoniste, on comprend totalement ses motivations. Visuellement, il est extrêmement marqué, hein, il m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant, le personnage de Nomak. Il s'est fait trahir par son père, il veut se venger de tout le monde, il veut pas se sentir seul, entre guillemets. Donc en fait, Del Toro arrive à créer une grande histoire de famille dans cette histoire de chasseur de vampires un peu badass, quoi. Ce qui fait que Blade 2, franchement, c'est un kiff. C'est un kiff, il y a des séquences d'humour, des séquences de violence, des séquences de Wesley Snipes qui s'amuse à fond aussi. Il y a un côté très Bruce Lee qui fait que Blade 2 c'est un vrai kiff. Et pour moi, c'est un comic book movie, c'est un film Marvel qu'on a tendance un peu à sous-évaluer. Je trouve qu'on n'en parle pas assez alors que c'est une vraie dinguerie. Voilà. Beaucoup plus que le 3 en tout cas. Donc j'espère que la qualité téléphonique n'est pas trop dégueulasse, mais donc je mets Frankenstein en 5ème, parce que c'est un film qui fait du bien dans le paysage audiovisuel actuel, parce qu'on manque un peu de ces films gothiques d'époque qui avaient marqué des générations et des générations, et je pense que c'est totalement ce que peut devenir Frankenstein, qui est un peu vraiment le summum de l'univers gothique de Tim Burton en termes de pur drame, donc que ce soit dans le drame romantique, dans le drame familial, et dans le drame existentiel, c'est qu'il va développer une tonne de thématiques, il va améliorer des thématiques qui étaient sous-utilisées dans le livre, et va se recentrer sur des choses qui n'étaient pas du tout développées dans les précédentes adaptations du monstre de Frankenstein, et ainsi va nous proposer une réinterprétation à la manière de Pinocchio assez singulière, qui a proposé des variantes et des versions assez fascinantes et intéressantes et assez bienvenues dans les dimensions thématiques que Mary Shelley voulait développer dans son livre, donc le monstre de Frankenstein. Donc il y a bien sûr cette dimension de qui est ce monstre, de pourquoi nous sommes nés, de libre arbitre, pourquoi nous existons, qui nous a créés, quel a été le but de cette personne qui nous a créés. Donc c'est aussi une histoire d'égocentrisme sur un homme qui a voulu se prendre pour Dieu. Donc il y a aussi des thématiques religieuses, et il y a aussi beaucoup de thématiques bien sûr sur la mortalité de la vie, sur la vie en elle-même, sur le fait d'exister, le fait de trouver une voie dans cette existence, sur l'amour, c'est qu'il y a un côté aussi très La Belle et la Bête qui est propre aussi à Del Toro dans divers films de sa filmographie. Jacob Elordi pour moi vole totalement le show, c'est son film, c'est vraiment lui qui porte l'œuvre et qui va tout casser. Oscar Isaac est excellent, mais je trouve que malheureusement son arc est quand même beaucoup moins immersif, parce que son personnage est beaucoup moins attachant et beaucoup moins unique, je trouve, dans le sens où il jouait un peu un ersatz de ce qu'il jouait dans Ex Machina. Là où Elordi pour le coup, je trouve qu'il porte vraiment la deuxième moitié du film qui est beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus immersive dans cette puissance de développement qu'on donne au monstre, qui est beaucoup plus touchante, beaucoup moins horrifique, mais beaucoup plus romantique et tragique, et qui est assez intéressante et qui se révèle plus fidèle peut-être à ce que Mary Shelley avait envisagé dans sa version. Et donc même dans son design, il y a un côté très poétique, très beauté dans la cruauté, dans la mocheté, qui va nous donner un récit très poétique, hein, pas forcément horrifique, mais poétique avec des visuels absolument fantastiques. Hein. On sent des décors en effet pratiques absolument prodigieux en termes de pur rendu visuel, donc des décors impressionnants, une réalisation toujours aussi bien gérée de la part de Del Toro, fidèle à ce qu'il a toujours fait, à ce qu'il a pu faire précédemment, un casting en or avec une Mia Goth, peut-être pas assez présente, mais qui est pile poil exploitée pour le rôle qu'elle est censée posséder, un Christophe Waltz qui est très très bon dans le petit rôle qu'il a, et puis il y a plein de petits rôles de partout, donc David Cramley je crois, Lars Mikkelsen, Ralph Fiennes, et j'en passe des meilleurs, l'acteur du coup de Val Rien de Nouveau. On développe beaucoup plus de relations par rapport au bouquin, et malheureusement comme je l'ai dit, je trouve que le film est beaucoup trop long, il serait mérité d'avoir 20 minutes de moins, notamment au milieu du film où je sens qu'il y a un ventre mou, où Del Toro ne sait pas comment terminer son arc narratif, et je trouve aussi que la musique manque de puissance, et que la musique est pas assez mémorable, c'est qu'on l'entend, on sent qu'il y en a une, mais elle est un peu dommageable dans son utilisation globale, ça manque d'un leitmotiv. Et puis je trouve que malgré la beauté du film et les jeux de couleurs qui sont absolument magnifiques et que Del Toro va renforcer vraiment dans ce film-là, je trouve que le film a une patina numérique, je trouve qu'il gâche un petit peu le rendu d'effets pratiques qu'il a voulu mettre en avant dans son œuvre, dans son œuvre très manufacturée, qui met en avant bien sûr le travail de l'homme plus que de l'IA que Del Toro déteste au plus haut point. Donc j'aime beaucoup cette fin poétique qui va un peu au contraire du bouquin de base, qui est là pour nous offrir de l'espoir sur nous et qui peut se prêter à l'identification de tout individu qui se sent perdu dans sa vie, qui doit se trouver un but et qui dans le soleil va pouvoir enfin se trouver ce fameux objectif grâce à un Jacob Elordi absolument fantastique et grâce à des thématiques extrêmement vastes en 2h30 et surtout plein de références. À chaque fois que je vais sur Twitter, je vois une référence visuelle, je vois
une thématique, je vois une phrase qui va se boucler par rapport à diverses thématiques extrêmement variées que le film nous propose. Donc c'est un film qui est très vaste et qui mérite vraiment le revisionnage, comme moi qui l'ai revisionné juste après. Donc pour moi, c'est un film qui est plus ou moins dans le milieu du panier, parce que je trouve qu'il y a des défauts que je vous ai cités, contrairement à d'autres que j'ai cités avant, comme Blade 2 et Pacific Rim, mais je trouve que le film est quand même beaucoup plus profond et fascinant en termes de pure thématique que les films que je vous ai évoqués, donc c'est pour ça que je le mets cinquième, mais je ne peux pas le considérer comme un chef-d'œuvre, et donc je ne peux pas le mettre plus haut, et donc je le mets donc dans cette position de cinquième position. Et ensuite, c'est là pour moi, en quatrième, c'est là que pour moi on arrive sur les véritables grands, très grands films de Del Toro, c'était Hellboy 2 du coup. Hellboy 2 qui est un véritable upgrade à Hellboy 1, alors que déjà il n'y avait pas grand chose à upgrade dans Hellboy 1, puisque Hellboy 1 était déjà superbement bien fait. Donc là, Hellboy 2, en fait, Hellboy 2, c'est Del Toro qui s'est dit avec Mike Mignola, le créateur des comics Hellboy, je vais créer une histoire originale. Ce qui fait que ce film-là, je pense que c'est le film le plus Del Toro des Del Toro. En fait, c'est le film le plus visuel, en termes de budget, de visuel, c'est le film le plus Del Toro de tous les films de Del Toro possibles. Alors, dans le sens où déjà la scène d'intro, c'est une intro en stop motion. Déjà, une superbe intro en stop motion où écoute, tu as le personnage de John Hurt qui raconte la fameuse légende qui va être le centre du film, sur les elfes qui veulent récupérer la couronne, qui va contrôler la Golden Army du coup. Et même avec ce côté Golden Army, tu peux retrouver un petit côté Pacific Rim, avec ce côté avec ce côté diesel punk dans leur design qui est très très cool. Mais surtout, ça se voit qu'il sort du labyrinthe de Pan. C'est que ça se voit que dans ce film-là, il étend les idées visuelles qu'il a vues dans le labyrinthe de Pan. C'est que la scène de fin du labyrinthe de Pan avec le royaume, bah, c'est clairement le même type de design que le royaume des elfes dans ce film-là, avec ce côté très rouge et jaune, très doré, avec des paillettes d'or, etc. On ressent vraiment le côté on ressent vraiment l'héritage du labyrinthe de Pan dans ce film-là, et d'autant plus avec les designs des monstres. C'est l'ange de la mort, c'est littéralement le mec, c'est à peu de choses près le même design que le design du monstre gourmand dans le labyrinthe de Pan. Et les trois quarts design, c'est aussi ça, c'est que ce film-là est tellement généreux. Encore plus que le premier, il faut le faire. C'est que tu as une armée d'elfes, une espèce de troll avec une main en mode massue, et tu as une espèce de marché tu as des fées qui dévorent des gens en mode cannibale. T'as une espèce de marché où il y a que des trolls et ils sont tous faits en effets pratiques. Il y a que des effets pratiques dans ce film. T'as une espèce de petit gnome qui a perdu ses jambes, d'espèce de lutin qui a perdu ses jambes. T'as l'ange de la mort, t'as l'armée, la Golden Army. En plus, on développe beaucoup plus Abbé Saint-Pierre dans ce film-là, qui est cette fois un vrai rôle super touchant. Le film est extrêmement généreux. Et tu as géant vert aussi dans le film. Tu as une plante verte géante aussi. Donc le film est tellement généreux. Le budget, il est allé à fond. Et en plus, moi, ça m'a surpris de voir la tonne d'effets pratiques qu'il y a dans les monstres, en fait. Il y a énormément de monstres faits en effets pratiques et c'est super impressionnant. D'autant plus pour l'époque avec le budget qu'il avait, parce que je crois que le film ne coûte même pas 100 millions. Mais il y a tellement d'effets pratiques, ça me surprend toujours aujourd'hui. Et de base, Hellboy est très bien développé. Là, cette fois, on fait l'inverse du premier, c'est que dans le premier, on essaie de développer son humanité par rapport à sa famille humaine, et en rejetant son passé, son futur de diable. Là, on essaie de le confronter à la part fantastique de lui, en fait. C'est que Hellboy, c'est un être qui est seul, qui est limite peut-être le seul diable de son espèce. Et là, il est confronté à un elfe qui veut rétablir l'héritage de son espèce qui est en train de se perdre à cause des guerres humaines. Donc c'est un film qui traite un peu de la colonisation de l'homme et de toutes les espèces qui ont été perdues à cause de l'homme. Notamment avec cette séquence, du coup, tu as le méchant du film qui lui dit que si tu tues cette plante verte, bah, c'est la dernière de son espèce, il n'y en aura pas d'autres. Et donc tu as cette confrontation qui est super intéressante du coup avec Hellboy qui choisit de ne pas tuer du coup le roi des elfes à la fin parce que bah ce sont des orphelins comme lui en fait. Tous ces êtres fantastiques, ce sont des orphelins comme lui, ce sont des êtres spéciaux comme lui et lui bah il les comprend presque en fait. Donc je trouve qu'il y a un rapport à ce côté fantastique qui marche très très bien. Et du coup, il y a aussi le fait que Hellboy dans ce film-là est révélé au monde, il passe à la télé, le monde découvre qui il est. Et ça aussi, c'est super intéressant par rapport au fait que du coup, il soit mal vu par son agence, notamment le directeur, qui est un personnage qui est très très drôle et assez con aussi, et le fait qu'il soit monitoré par le personnage de Johan Kraus, je ne sais plus son vrai nom, Johan Kraus, qui est le seul truc du comics qu'ils ont rajouté dans ce film-là. Donc ce personnage allemand qui n'est plus qu'une espèce de nuage de fumée. Ce personnage est excellent aussi, j'adore la scène des vestiaires où Hellboy lui casse la gueule et il y a juste sa fumée qui le tabasse. Où on traite vraiment de l'impulsivité de Hellboy et des défauts de Hellboy. Bien sûr, tu as la relation avec sa copine qui est enceinte et qui a un relooking qui lui va mieux. Et du coup c'est une femme qui est beaucoup plus forte dans ce film-là. Et on donne beaucoup plus de place à Abbé Sapiens qui a le droit à une petite séquence aquatique dans ce film-là et qui a le droit à une relation très très mignonne avec la sœur, la princesse des elfes.
Life, du coup, qui est une relation très très touchante entre deux personnages un peu mentas, si vous connaissez Dune, donc des personnages qui arrivent à lire dans leurs esprits, qui se comprennent et qui se repèrent l'un à l'autre, alors qu'ils sont les deux très différents. J'ai trouvé cette relation très très touchante d'Abbé Sapiens avec cette pseudo love interest. T'as aussi cette belle scène où t'as Hellboy et lui qui boivent une bière. Donc il y a vraiment la camaraderie est super bien développée dans ce film-là. Et donc, la fin du film, le méchant est un très bon méchant, comme je l'ai dit, on le comprend. Il veut rétablir la royauté de son peuple, et à la fin, il meurt en comprenant Hellboy, mais en même temps en lui disant de ne pas devenir comme les humains et de pouvoir choisir les monstres plus que les humains. C'est un film qui est pro-monstre, en fait. C'est ça qui est beau dans ce film. Et le final avec le combat contre les robots qui n'a pas trop vieilli, les robots qui se reconstituent, c'est une dinguerie, ce film-là. Dommage qu'il n'y ait pas de troisième film, parce que ça se voit que le deuxième aurait dû mener à un troisième. Tu as le Hellboy qui est sur le point de devenir père à la fin du film, et ça se voit qu'ils allaient peut-être faire un troisième un peu style indestructible, mais malheureusement ça ne s'est pas fait à cause du box-office. Donc dommage pour Hellboy 3, mais en tout cas Hellboy 2, c'est un des grands comic book movies de l'histoire. Pour moi, c'est un film, c'est un gros blockbuster très fun, très marrant, avec de l'humour et assez décomplexé, mais Del Toro arrive quand même à maintenir une forme de poésie avec des acteurs excellents, des effets pratiques de fou et une générosité sans faille qui fait que j'adore Hellboy 2, tout simplement. Et c'est là que nous arrivons au top 3. Et en troisième, j'ai mis Pinocchio, parce que Pinocchio, je pense que c'est un chef-d'œuvre, tout simplement. C'est un film de stop motion qui est absolument excellent. Je l'avais vu sur Netflix à l'époque, je l'ai revu vite fait pour l'occasion. Et je n'ai aucun défaut à relever de ce film. C'est que je trouve que toutes les idées qu'il prend et qu'il modifie par rapport au conte original et au film d'animation de Disney est mieux. Genre, je trouve que, en tout cas, je trouve que ce sont des améliorations qui sont super bien trouvées. Le fait que Pinocchio soit censé représenter le fils qu'a perdu Geppetto durant la guerre, à cause de la guerre de la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Le fait que cette fois-ci Del Toro se dit, je vais enlever l'univers fantasy de Pinocchio et je vais inclure Pinocchio dans un univers réaliste, en plein fascisme italien. Mais quelle idée de génie, le fait que tu aies des antagonistes qui veulent exploiter Pinocchio tel un pantin, et le fait qu'il y en ait d'autres qui veulent se servir de lui pour créer une jeunesse mussolinienne, genre. C'est une dinguerie. C'est que du coup, je trouve qu'il arrive à créer un parfait coming of age pour Pinocchio, cet enfant très naïf, qui danse, qui chante, qui est heureux, qui ment des fois, mais qui, dans tout ce qu'il va vivre, dans le fait d'être possédé par ce marionnettiste qui va essayer, doublé par Christophe Waltz, qui va essayer de le posséder et de le torturer. Mais il y a la belle séquence où t'as Waltz du coup qui torture le singe, et lui il veut pas qu'il torture le singe parce que c'est son ami. Donc on respecte la différence. Le fait que toute la partie jeunesse hitlérienne, ou même le fils du méchant général doublé par Ron Perlman, il me semble. Même lui ne veut pas appartenir à cette jeunesse mussolinienne, et du coup le père est prêt à trahir à buter son fils, quoi, genre. Du coup partout Pinocchio va, on arrive à trouver de l'espoir, en fait. Pinocchio, on va le foutre dans des cirques, mais il va réussir à libérer ce singe qui va l'aider de l'esclavagisme. Pinocchio, il va participer à des entraînements militaires chez Mussolini, mais grâce à lui, un enfant va se rendre compte à quel point c'est horrible de faire ça, je veux pas faire la guerre, c'est horrible la guerre. Du coup, ensuite, il y a toute la séquence où, bien sûr, il va être dévoré par la baleine, tout ça, toute la partie avec la baleine, où il retrouve Geppetto. Tu as tout cet aspect intéressant sur la mort, en fait. Cet aspect super intéressant sur le fait que Pinocchio ne puisse pas mourir, le fait qu'il soit fait de bois, et d'ailleurs, j'adore son car design, le fait qu'il soit littéralement fait de bois, et que du coup, quand son épouse, en fait, soit vraiment des branches qui poussent en termes de car design, c'est super bien trouvé, et le fait qu'il manque un cœur parce qu'il n'est pas forcément humain dans son design. Donc il y a ça qui est super intéressant, le traitement du fascisme, comme je vous l'ai dit, qui est super bien traité. Le personnage de Geppetto qui est pas aussi idéaliste que d'habitude, c'est que là Geppetto il désavoue presque Pinocchio, c'est qu'il a pas fait exprès de le créer. Et Geppetto, c'est un personnage qui est traumatisé par la mort de son fils, et lui-même arrive pas à assumer le fait que Pinocchio puisse le remplacer et puisse incarner l'amour qu'il a perdu, entre guillemets, quoi. Donc Geppetto, c'est un personnage qui va faire un travail sur soi tout le film, et Pinocchio aussi, parce que Pinocchio durant tout le film va essayer d'imiter, de se faire passer pour son fils, au lieu de devenir sa propre personne, en fait. Et c'est les leçons que lui donne l'ange de la vie, lui donne la mort aussi quand il revient à la vie à chaque fois, et j'adore l'univers qu'il a créé, bien sûr avec Jimmy Cricket, doublé par Ewan McGregor, qui est excellent, qui est super bien développé, qui est super cool, super attachant aussi. L'univers qu'il crée avec ces espèces de lapins des enfers, ces espèces de déesses de la vie et de la mort qui sont des espèces de griffons masqués. Il a un univers visuel qui est vraiment fascinant, Guillermo del Toro, dans ce film-là. Donc ça marche super bien. Et à la fin, Pinocchio accepte de devenir mortel, il me semble, pour sauver Geppetto, du coup. Je trouve que c'est un film qui parle de la vie, qui parle de la mort, qui parle de la fatalité, mais qui parle du fait qu'il faut qu'on profite de l'avenir des autres. Et ce que j'adore le plus, c'est le fait qu'à la fin du film, Pinocchio n'est pas changé en humain, il reste Pinocchio, en fait. C'est que Pinocchio, il est accepté comme il est accepté, malgré qu'il soit différent, entre guillemets,
on l'aime pour cette différence. Et je trouve que c'est une thématique par rapport au bouquin de base qui est tellement actuelle. C'est que Pinocchio, Pinocchio, ça peut être vous, moi, une personne d'un autre sexe, d'un autre genre, d'une autre ethnie. Et toi, admettons, toi, pendant tout le film, on veut que ce mec-là devienne comme toi, genre. C'est extrêmement perturbant comme délire, en fait. Alors que dans ce film-là, on accepte comme lui comme il est, en fait. Donc je trouve que c'est une fin qui est extrêmement belle et qui est tellement meilleure que la fin du bouquin, je trouve. Ce qui fait que le film est beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte. Après, les enfants peuvent regarder, mais il est quand même beaucoup plus noir que les Pinocchio qu'on a pu avoir précédemment. Mais c'est un film qui ne demeure pas rempli de vie. C'est que ce film-là est aussi une comédie musicale, et je l'avais presque zappé, mais c'est aussi une excellente comédie. Je suis pas très comédie musicale d'habitude, mais je trouve que le chant du jeune Pinocchio, qui est extrêmement innocent, avec une belle voix, etc., il y a une forme d'innocence qui rend le film très très mignon, et la partie comédie musicale participe à ça. Et puis ces parties-là sont extrêmement bien faites, notamment avec l'animation en stop motion, qui est excellente. Hein. Une pensée d'ailleurs au co-réalisateur du film, dont j'ai oublié le nom, qui est décédé malheureusement d'ailleurs. Et voilà, la partie stop motion est absolument fantastique. Travail de malade, hein. C'est fou ce qu'ils ont fait. Et voilà quoi, Pinocchio, je pense, pour moi, c'est un film qui va inspirer plus de films en stop motion, vu que Del Toro vient d'ouvrir un studio chez Netflix de stop motion pour créer plus de projets en stop motion et pour former des artistes à la stop motion, et ça c'est cool. Et je pense que c'est vraiment le démarrage de quelque chose, et pour moi, c'est vraiment l'un des grands classiques du cinéma d'animation. Déjà, pour moi, c'est un putain de chef-d'œuvre, notamment parce qu'il sortait en même temps, en plus que le remake Disney de Pinocchio, qui était pas bien, de ce que j'ai compris, parce que jamais je ne le regarderai. Voilà. Ensuite, bon, il en reste plus que deux, donc je pense que ce ne sera pas trop compliqué. Mais pour moi, le deuxième, c'est le Labyrinthe de Pan. Le Labyrinthe de Pan, qui pour moi, pareil, chef-d'œuvre classique, c'est quand j'ai vu ce film, m'a énormément choqué quand je l'ai vu pour la première fois. C'est que je vois ce film, je vois un conte de fées, je vois une petite fille qui a sa mère qui est malade, et elle se réfugie derrière des rêves, elle croise des créatures un peu extraordinaires. Elle est promise à devenir à devenir une princesse et à rejoindre son père dans l'au-delà qui est un roi et à vivre dans un monde fantastique magnifique. Et tu te dis, mais waouh, quel film fantastique et tout. Et là, tu as un général fasciste de Franco qui va écraser le nez d'un mec avec un flingue et en plan rapproché, quoi. Tu vois le mec se faire écraser son nez. Et ce mec-là va buter des gens constamment durant tout le film. Et il n'y a aucune censure parce que ce film est un film rated R. Donc c'est ça qui m'a choqué, c'est qu'en fait on est sur un conte de fées violent. C'est un conte de fées qui est super adulte, super terre à terre, super choquant en fait. C'est un conte de fées dans un film de guerre. C'est un mélange entre un film de guerre et un conte de fées. Et du coup ce film-là m'a énormément choqué parce que t'as l'innocence de cette petite fille qui s'entrecroise avec la cruauté de la guerre, qui elle-même va se mettre en parallèle avec la cruauté du monde fantastique, vu que tu as le personnage du faune, joué Doug Jones, qui joue un peu tous les persos. Doug Jones joue le faune et joue le monstre aveugle. Le faune qui, à un moment donné, va complètement insulter la fille et lui dire que t'as fait de la merde parce que t'as mangé, etc. Tu as la scène, du coup, du gourmand, dont les yeux sont sur ses mains, qui rend une véritable scène d'horreur, où il va dévorer les fées avec sa gueule, etc., qui a traumatisé des gosses. Donc, ce film-là, surprenant, surtout que le film termine sur la mort de la fille, genre elle se fait flinguer à la fin. Moi j'étais en mode, mais quoi, elle est morte? Et du coup, moi, Del Toro a dit en interview que pour lui, le monde fantastique est réel. Qu'il y a plein d'indices dans le film qui disent que c'est réel, mais de toute façon, en tant que spectateur, nous interprétons tous les films comme on veut. Mais désolé, moi, le film, quand à la fin, elle rejoint son père et sa mère, avec Federico Lupi dans son dernier rôle chez Del Toro d'ailleurs, quand la gamine rejoint l'antre, le royaume fantastique de sa mère et de son père qui sont des rois et reines, pour moi c'est juste une métaphore de elle qui va au paradis parce qu'elle s'est fait flinguer, parce qu'elle est morte, tu vois. Donc à partir de là, le film est super dark, tu vois. La gamine de 10 ans, elle se fait flinguer, genre elle meurt, genre. Donc en tout cas ça c'est moi je le prends comme ça. Moi je le prends comme un film, c'est un film sur la guerre qui essaye de dédramatiser cette guerre, en tout cas de créer une métaphore autour de cette guerre via toute la partie fantastique et magique de la gamine qui essaye de s'évader de cette guerre via ses rêves et cette espèce d'épopée de 12 travaux qu'elle va devoir vivre. Et à la fin, elle va quand même mourir par la guerre, en fait. Donc je trouve que c'est un film qui est assez cruel, presque, mais tout en maintenant la poésie et la beauté que Del Toro arrive à insuffler à ses œuvres, avec des effets visuels absolument magnifiques, hein, tous les effets de prothèse, du faune, du monstre, la grenouille au début du film, les fées, etc. Donc évidemment, le film est absolument magnifique, le royaume de fin, même toute la partie en forêt, toute la partie dehors qui est beaucoup plus bleuâtre, beaucoup plus sombre, violente, avec l'antagoniste du film, joué par Sergio Lopez, mais quel connard!
l'un des antagonistes les plus mémorables, hein, je pense, de ces dernières années de Del Toro, du cinéma de Del Toro. Mais Sergio Lopez, mais quelle grosse merde, tu veux qu'il crève tout le film, c'est un giga connard. Mais en plus, cet antagoniste, en plus, il tire toujours trop de balles sur les cadavres. Vraiment, il se fait plaisir à massacrer les corps, il bute des gens, il éclate des nez, comme j'ai dit, il va torturer des gens qui ont rien fait, en fait. Il vendait juste des lapins, c'était pas du tout des rebelles. Donc, ce mec-là, c'est une giga merde. Et on sent vraiment l'héritage, du coup, de l'échine du diable dans ce film-là, avec cette histoire de fantaisie du point de vue d'un enfant qui s'allie à la violence de la guerre civile d'Espagne dans un monde fantasy assez adulte et sombre. Donc on ressent vraiment l'héritage spirituel, comme l'a dit en interview Del Toro, de l'échine du diable, bien sûr. Et voilà quoi, puis le reste du casting est très 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 bon aussi, le docteur qui veut sauver tout le monde, qui va bien malheureusement mourir, la nourrice qui va essayer d'aider la gamine aussi, les résistants qui vont essayer qui vont enfin battre le méchant à la fin, la mère qui est mourante. Tu t'attaches à tous ces personnages là, et pour moi même pour un film en langue espagnole, c'est aussi très choquant de voir aussi de voir de la thune et de voir des prothèses, tu vois, ça fait plaisir aussi. Mais voilà, chef d'œuvre. Comme je dis, c'est un film qui m'a beaucoup surpris, qui va surprendre de nouvelles générations à l'avenir. Et c'est vraiment l'un des grands contes gothiques contes de fées les plus surprenants et qui détonnent le plus de l'histoire du cinéma, et c'est un chef-d'œuvre. Et c'est ainsi que mon premier, pas le premier de tout le monde, mais mon premier en tout cas, c'est The Shape of Water, parce que j'adore The Shape of Water. Le film qui a offert l'Oscar à Del Toro, du meilleur réalisateur et du meilleur film. Le film où il mérite totalement beaucoup cet Oscar-là. Je ne dirais pas ça de la part de tous les réalisateurs des Oscars récemment, mais The Shape of Water, c'est un putain de chef-d'œuvre. J'adore ce film. Je prie pour ce film. C'est cette idée absolument excellente de faire une sorte de remake, entre guillemets, remake. On fait un mélange entre la créature des marais, on reprend l'idée un peu d'Abbé Sapiens de la créature des marais du coup, et on fait une histoire style La Belle et la Bête avec ça. La Belle et la Bête dans le contexte des années 60, donc en plus t'as une vibe très Mad Men dans ce film-là. Et Del Toro c'est quelqu'un qui est très woke, mais c'est bien d'être woke, mais c'est bien d'être woke quand c'est bien fait. Et Del Toro en fait c'est un film qui est très pro-diversité, Shape of Water. C'est que c'est un film qui va te montrer un univers années 60 superbement bien reconstitué, où on te montre que nos personnages se regardent à longueur de journée des comédies musicales de partout, ce qui va totalement les influencer dans le fait que ce film est une séquence de comédie musicale absolument fantastique, en noir et blanc, qui est absolument incroyable, et donc il y a ce qui crée une poésie, mais le fait qu'on soit dans un contexte de guerre froide, c'est que du coup tu as les Américains qui veulent essayer de battre à la course spatiale les Soviétiques, et qui vont donc essayer de se servir de cette créature et de sa capacité à respirer, à se régénérer, pour du coup gagner la course spatiale contre les Soviétiques. Tu as les Soviétiques qui essayent de vaincre les Américains et de peut-être faire tuer la créature, donc tu as tout le côté guerre froide qui est très bien, super bien exploité dans le film, avec le personnage de Michael Stuhlbarg qui joue le docteur soviétique, qui va s'attacher à la créature et qui va essayer de l'aider, donc on n'est pas sur du cliché où les Russes sont tous méchants. Tu as Michael Stuhlbarg qui joue un personnage qui est très sympathique, qui est très positif pour beaucoup, donc on joue pas trop sur les clichés non plus. On joue sur le cliché du personnage de Michael Shannon qui, pareil, l'un des plus grands méchants actuels. Son méchant est absolument extraordinaire, détestable à souhait, mais thématiquement super intéressant, parce que Michael Shannon, il joue le personnage qui aurait été le héros des films des années 60 de l'époque. Ce mec blanc, bien coiffé, bien fringué, militaire, ça aurait été le héros d'un film des années 50 à une époque, et là c'est le méchant. C'est le personnage blanc, parfait, qui se voit comme le mâle alpha, qui domine tout le monde, qui est presque un dieu dans son univers, qui choisit sa propre voiture, la voiture qui montre qu'il est un vrai homme, qui impose sa patte. C'est un personnage extrêmement misogyne, on sent qu'il est misogyne, on sent qu'il est raciste, on sent que c'est le cliché de l'américain avec la belle petite famille, mais qui en dehors de cette belle petite famille reste le cliché de l'homme, qui domine sa femme, qui domine ses gosses, qui domine tout le monde, et qui déteste se faire dominer. Et j'adore ce symbole où en fait la bête, c'est lui la bête. Ce personnage-là, c'est l'incarnation du mal toxique avec cette scène où il pisse et il se lave pas les mains après parce que pour lui c'est être un homme de faire ces trucs-là. Les séquences où il provoque les concierges aussi, et le fait qu'il y a que le général en fait qui est au-dessus de lui parce que c'est son général. Et j'adore cette thématique de lui, du fait qu'en fait c'est lui la bête. C'est que pendant tout le film on te dit que c'est la créature amphibienne la bête, alors que pas du tout, c'est lui. C'est que lui il se fait manger les doigts par la bête, et lui il va quand même essayer de recoller ses doigts durant tout le film, donc il va avoir des doigts morts avec lui durant tout le film. Et à la fin, il va accepter son identité de monstre, il va se les arracher. Et il va te raconter des histoires du coup de mythologie grecque, de façon à mettre à profit son idéal masculiniste toxique en fait. Et en plus à la fin il meurt en se faisant égorger, du coup il devient muet entre guillemets, comme le personnage de Sally Hawkins qui était un personnage qu'il du coup rabaissait constamment durant le film en la draguant et en la provoquant. Donc même sa mort est super symbolique dans l'exécution. Et oui, ce personnage était un vrai connard, la séquence où il torture le russe en mettant son doigt sur sa joue trouée, voilà quoi, c'est très menaçant.
et un stéréotype extrêmement bien écrit qui est thématiquement super intéressant. Et Michael Shannon, excellent acteur, j'adore Michael Shannon, donc je suis très content de voir camper un si bon méchant dans un si bon film. Et puis même Sally Hawkins, actrice sous-utilisée, extrêmement sous-cotée, elle est superbe touchante dans ce rôle de femme muette, qui se sent différente, qui se sent un peu heureuse, qui a sa vie de concierge, qui est pote du coup avec Octavia Spencer, mais qui se sent différente, elle se sent un peu à l'écart, elle a jamais trouvé quelqu'un qui pouvait la comprendre elle, et en fait elle va rencontrer ce monstre apparent, cette bête, cet être qui ressemble pas du tout à un humain, mais qui dans le fond, dans l'humaine, dans l'âme qu'il en ressort, bah, est profondément humain, est attaché à elle, est intelligent et est amoureux d'elle. Et du coup, on a ce couple aquatique entre ces deux individus qui communiquent au langage des signes, qui se donnent des œufs, qui n'ont pas besoin de parler pour se comprendre. C'est d'une telle beauté. Et pareil, la fin de Sally Hawkins, je pense, c'est aussi parallèle aussi avec le labyrinthe de Pan. C'est qu'on peut totalement voir la fin du film comme une version idéale où elle se fait buter par Michael Shannon et elle meurt. Et du coup, la créature va juste genre enterrer son cadavre sous les mers. Ou peut-être c'est vrai, peut-être que oui, la créature a le pouvoir de régénérer, de ressusciter les morts. Et donc c'est pour ça que et donc peut-être que oui, Sally Hawkins a survécu et a maintenant des bronchites, du coup, pour vivre dans les océans avec la créature jusqu'à la fin de leur vie en tant que couple amoureux fantastique. Donc je trouve que là encore, on a la double interprétation de est-ce que c'est une fin négative ou positive, encore une fois. Et comme j'ai dit, c'est un film qui exploite l'époque des années 60 pour traiter de toutes ces choses-là. Hein. Tu as le personnage de Octavia Spencer qui est noir, qui est un peu provoqué durant le film. Tu as le personnage de Richard Jenkins qui est un personnage qui est homosexuel, qui est un artiste, en plus un artiste, mais qui est complètement désavoué, certainement à cause de son orientation sexuelle, à cause de l'époque qui le provoque sur ça. Et en plus, il est amoureux d'un barman beau gosse qui est raciste et qui est homophobe. Et donc en fait, donc il faut que toutes ces minorités atteintes d'un handicap, le monstre homosexuel noir, bah, il faut que ces personnages s'unissent pour pouvoir construire cette beauté, en fait, qui est cette relation entre cette créature et Sally Hawkins, en fait. Donc c'est un film qui est pour la diversité, c'est un film qui est pour l'union de tous les êtres humains, de tous les êtres vivants, de façon assez poétique, superbement bien écrit, avec des séquences fantastiques, superbement bien gérées, et une musique de Alexandre Desplat qui est incroyable. Cette musique, bon, je vais pas chanter plus, mais les notes, on dirait, il y a un côté si innocent, si poétique, et on ressent ce côté aquatique. On dirait que c'est vraiment de la poésie qu'on entend au fond des océans. C'est quand tu plonges dans les abysses, c'est ce que tu entends, genre la musique d'Alexandre Desplat. Mais quelle beauté, le film est magnifique, hein, le jeu de couleurs du bleu, le jeu de couleurs du bleu, de la mer, de l'océan, les focales extrêmement larges qui fait que tout est extrêmement large et on voit tout très bien, et les décors de Del Toro vivent totalement dans ces décors, dans cet aspect. Le rythme est super bien géré, on est complètement attaché à cet univers. J'adore. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur The Shape of Water, mais pour moi c'est un chef-d'œuvre. Et franchement, comme je vous l'ai dit, moi pour moi les 8 films du classement, je les adore. C'est qu'il a fait 12 films, de toute façon j'ai casé Frankenstein après. Il a fait 12 films, et pour moi, il y en a au moins 8, il y en a au moins 4 chefs-d'œuvre, et peut-être 8, 10, 11, 12 qui sont vraiment des bons films, mais qui, par ma pure subjectivité, sont pour moi moins bons que les films que je vous ai mis en haut de classement, tout simplement. Donc voilà, donc normalement la critique de Frankenstein est sortie, donc à partir de là, c'est ma dernière vidéo sur Guillermo del Toro. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur le cinéma de del Toro, quel serait votre classement, où est-ce que vous êtes d'accord avec moi, et où est-ce que vous n'êtes pas en d'accord avec moi. N'hésitez pas à partager, à commenter, et d'ici là, je vous remercie à tous d'avoir vu cette vidéo, et ciao.